c'est très difficile de catégoriser, de ranger l'or dans une catégorie précise. Alors, on peut dire que ça n'est pas une matière première parce qu'en fait, l'une des définitions les plus communément admises pour caractériser une matière première, c'est lorsqu'on dit que sa consommation équivaut à sa destruction. Donc si on prend le cas du pétrole, c'est facile à comprendre. Un baril de pétrole, lorsqu'on l'a consommé, il est détruit. Il faut donc pouvoir le remplacer pour consommer le suivant. Même chose pour le blé, le cuivre et la plupart des matières premières. L'or, en fait, ce n'est pas le cas. Il y a une demande d'or, mais pas de consommation. Lorsqu'on achète un bijou en or, on peut le recycler à l'infini. Et donc, en d'autres termes, il n'y a pas de destruction. Donc aujourd'hui, il y a un stock d'or mondial qui est de l'ordre de 170 000 tonnes d'or qui ont été produites au fil des ans, dont pratiquement 4000 ans d'extraction de l'or. Et aujourd'hui, des bijoux en or ont peut-être été fabriqués avec de l'or qui a été extrait il y a 4000 ans et qui a été refondu à l'infini en forme de pièces, de bijoux. Donc ça n'est pas véritablement ce qu'on peut appeler une matière première. En réalité, de façon très marginale seulement, pour la raison que l'on vient d'expliquer, c'est qu'encore une fois, ce qui fait le prix de l'or, donc c'est la confrontation entre l'offre et la demande, mais encore une fois, pour l'or, la demande n'est pas la consommation au sens strict du terme. Donc en fait, tous les ans, les mines d'or produisent, bon an mal an, 2000 tonnes d'or qui viennent s'ajouter à ce stock mondial. Donc le stock mondial d'or ne fait que grossir, il ne baisse jamais en réalité. Et donc ce ne sont pas les 2000 tonnes d'or qui permettent de satisfaire la demande, mais c'est la réallocation du stock mondial entre les détenteurs d'or qui peuvent vendre leur or aux demandeurs d'or qui fait le prix. Donc c'est peut-être une banque centrale qui vend des lingots, qui va finir chez un bijoutier qui lui va revendre des bijoux. À l'inverse, ce sont peut-être des bijoux qui sont revendus, refondus et qui vont servir à satisfaire la demande de lingots dans un autre pays. Donc c'est ce mouvement de vases communicants finalement entre les différents compartiments du stock d'or qui vont faire le prix beaucoup plus que la production des mines. Ce qu'on regarde au niveau de la production des mines, c'est plus presque le coût de production, à quel coût on peut encore extraire de l'or aujourd'hui pour savoir si ça a effectivement un sens encore d'investir dans des mines d'or et savoir si cette production sera économique ou pas. Alors c'est un rôle qui est tout à fait particulier, qui est spécifique et qui est lié justement au fait qu'on a du mal à ranger l'or dans une catégorie précise. On l'a dit, ce n'est pas vraiment une matière première, c'est parfois considéré comme un actif financier, mais ça n'en a pas non plus les caractéristiques au sens où ça ne génère pas de rendement. La détention d'or en tant que telle ne procure aucun rendement. Il n'y a pas de dividende attaché à l'or, il n'y a pas de coupon comme une obligation. On peut le prêter éventuellement, mais prêter, ça veut dire qu'on renonce à sa détention. Donc ce n'est pas la détention qui procure un rendement. Ça n'est pas non plus vraiment une monnaie, même si c'est admis en tant que moyen de paiement dans la plupart des pays du monde, quelle que soit la culture, la religion et la géographie. Mais ça n'est pas une monnaie au sens où ça n'est pas émis par une banque centrale, donc ça n'est pas comme un billet de banque. Un billet de banque, c'est finalement une créance sur une banque centrale. Quand on détient un billet de 100 €, ça veut dire qu'on a une créance sur la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne vous doit l'équivalent de 100 €. L'or n'étant pas émis par une banque centrale, il n'a pas la caractéristique de monnaie. Donc c'est un rôle à la fois multiforme, protéiforme on peut dire, qui fait que, encore une fois, de tout temps, depuis l'origine de la civilisation jusqu'à aujourd'hui, il a été admis comme moyen de paiement, il sert à stocker de la valeur, c'est un bon support d'épargne, on peut considérer que ça protège la valeur de son épargne en tant qu'or. C'est également un actif physique, donc on peut le toucher. Ça n'est pas comme un actif financier qui n'est que sur un compte quelque part. Il n'y a pas d'actif tangible, on ne peut pas l'avoir chez soi, véritablement. Donc c'est un rôle très particulier qui fait qu'il a eu un rôle dans le système monétaire, dans le système financier et dans le système physique, où on peut l'échanger physiquement sous forme, encore une fois, de pièces, de bijoux, de lingots, différentes formes physiques. L'or est beaucoup plus stocké que transporté. Il est transporté au tout début lorsqu'il est extrait des mines. Donc en fait, quand on sort le minerai d'or des mines, ce n'est pas encore vraiment de l'or, ce qu'on appelle du doré. Donc ça n'a pas encore été raffiné pour devenir de l'or pur. Donc on transporte le doré des mines vers les raffineries, donc qui vont affiner cet or pour en faire vraiment de l'or pur, ce qu'on appelle du 4,9, donc de l'or qui est pur à 99,99%. Et là, on le transporte peu parce qu'il y a un risque évidemment lié au fait que c'est une grosse
quantité de valeur dans un petit volume. En fait, une tonne d'or, ça tient dans une caisse en bois d'à peine d'1 mètre sur 1 mètre et ça représente plus de 40 millions d'euros de valeur sur une toute petite caisse. Donc on évite le plus possible de le transporter. Donc la réalité, c'est que hormis les achats de bijoux, de pièces ou de petits lingots, les comptes en or physique que détiennent souvent à la fois les particuliers ou les institutionnels sont des comptes qu'on appelle non alloués. Ça veut dire qu'en fait, l'or n'est pas transporté. Vous avez un droit sur un compte or qui effectivement est adossé à un stock d'or, mais il n'y a pas le nom de chaque propriétaire sur chaque lingot. Donc en fait, ça évite de transporter l'or de la Suisse vers l'Angleterre, de l'Angleterre vers la France, etc. Donc en fait, votre droit de propriété peut être transféré d'un compte à l'autre, mais l'or physique qu'il y avait dans le compte, lui, n'a pas été transporté. Encore une fois, c'est lié au fait que ça représente des risques importants de transporter autant de valeur. Donc on préfère en fait jouer simplement sur le droit de propriété qui lui est facilement transférable, puisque l'or est complètement fongible. Un lingot détenu en Suisse équivaut exactement à un lingot, même s'il a été produit quelque part par une autre fonderie dans un autre compte ailleurs. Donc comme il est parfaitement fongible, du coup ça évite d'avoir à le transporter le plus possible. Ce qui est communément admis, en fait collectivement admis, encore une fois dans toutes les civilisations, toutes les cultures, toutes les religions, tous les pays et toutes les périodes historiques, c'est justement que c'est cette confiance collective que l'on a dans ce produit si particulier pour représenter encore une fois un moyen de paiement, un moyen de stockage et de conservation de la richesse dans le temps. Alors le paradoxe, c'est que justement le cours de l'or fluctue beaucoup plus par rapport à la confiance que l'on a dans les autres actifs financiers, dans les autres monnaies, dans les autres moyens de paiement. Donc on voit bien que les cours de l'or ont beaucoup monté depuis quelques années parce que justement la confiance collective que nous avions dans le système financier, le système monétaire, les moyens de paiement, les dettes des États ont baissé. Donc plus le cours de l'or monte quelque part, plus c'est le signe que la confiance collective que l'on a dans le système est en train de baisser. Et inversement, lorsque cette confiance remonte progressivement, ce qui est maintenant un petit peu le cas depuis 2-3 mois à peine, on voit les cours de l'or qui ont beaucoup baissé. Encore une fois, c'est ce mouvement inverse entre confiance et prix de l'or. Mais historiquement, encore une fois, depuis 4000 ans, c'est justement cette confiance collective qui transcende les cultures, les pays, les religions, qui fait toute la valeur de l'or. Ce n'est pas l'échange physique des quantités en tant que telles à un instant donné.